passer au topo suivant. C'est Patricia Rian qui nous présente quel bilan pré-thérapeutique à la fois cardiaque et extracardiaque. Patricia, quand tu veux. Donc, on va parler du bilan pré-thérapeutique à la fois cardiaque et extracardiaque dans la maladie de Fabry. Alors, les diapos. Donc, pour commencer, c'est vrai que les cardiologues sont de plus en plus en première ligne dans le dépistage des nouveaux cas de patients Fabry. Donc, on est confronté d'autant plus du coup à faire le bilan cardiaque initial complet, ça on a l'habitude, mais le bilan également extracardiaque. Et également, on est confronté finalement à faire l'annonce du diagnostic. Et c'est vrai que c'est important, je pense, que le généticien et la psychologue soient présents au moment de cette annonce du diagnostic parce qu'elle a des implications. C'est quand même une maladie qui peut avoir des complications sévères. Et puis donc, pour informer le patient sur les conséquences possibles, les perspectives thérapeutiques, afin de l'informer au mieux de la situation. Donc, il y a un bilan cardiaque initial complet à réaliser qui va également être répété au cours du temps pour pouvoir voir l'évolution par la suite. Et puis, il va falloir orienter le patient dans son bilan extracardiaque et impliquer forcément tout un réseau de médecins autour de nous, de spécialistes, en commençant donc par les généticiens, la psychologue, mais également les néphrologues, les neurologues, éventuellement le gastro-entérologue, le pneumologue, l'ORL, et on va voir tout ça. Donc, en parallèle de tout ça, il y a également l'axe de dépistage familial de la maladie qu'il va falloir lancer. Donc, beaucoup de choses à faire finalement quand on détecte la maladie chez un patient. Donc, on va partir du cas de monsieur L, 63 ans, chez qui en mai 2020, la cardiologue m'a adressé pour une CMH diffuse, mais après dominance septale, avec un septum à 17 mm, obstructive, avec au repos 40 mm de mercure d'obstruction. Un patient qui est dans un contexte d'hypertension artérielle qui évolue depuis plusieurs années, donc qui peut également brouiller un peu les pistes, et de dépression évoluant depuis une dizaine d'années. Plus récemment, l'apparition d'une fatigue et d'une douleur des extrémités, et qui se présente avec une dyspnée stade 2 de la NYHA, pas de palpitation ni de malaise. Il n'y a pas d'antécédent du tout dans la famille de CMH ou de mort subite, et donc il est cas isolé. Voici son électrocardiogramme qui retrouve principalement une HVG électrique assez classique finalement avec des ondes T négatives en V5, V6 et puis pas de troubles conductifs, pas de PR court ni d'allongement des temps de conduction. Voici son échocardiographie, donc qui retrouve une hypertrophie à la fois du septum mais aussi de la paroi inférolatérale. Ça doit être quand même un peu la puce à l'oreille. L'aorte ascendante qui est subnormale et un SAM avec un accolement de la valve mitrale qui est modéré. Et une petite cavité ventriculaire avec un accolement également du pilier, vous voyez, et un petit peu d'accolement toujours de la valve mitrale sur le septum. Quand on réalise le strain, on tombe sur un aspect oncocarde, comme on peut voir dans l'amylose, qui fait évoquer en tout cas soit une cardiopathie diffuse, soit une maladie de surcharge. Et donc, chez ce patient, avec un strain donc à moins 11%, une HVG concentrique, obstructive entre 20 et 40 au repos, un sinus de Valsalva légèrement dilaté. On s'est orienté vers le dosage de l'alpha-galactosidase A en parallèle du panel génétique de niveau 1. Et puis, cet alpha-galactosidase A est revenu très diminué à 0,8 pour un témoin à 40. On a fait une analyse du gène GLA qui a mis en évidence, c'est Caroline Tandeau qui a fait l'analyse, une variation faux sens pathogène signant le diagnostic de maladie de Fabry. Et on en a donc fait le rendu en binôme cardiologue-généticien avec la présence d'une psychologue sur l'été. Et donc, ce patient, il a fallu rapidement mettre en place l'évaluation pré-thérapeutique, puisque, en plus, ce variant était sensible au Galafold, donc il était éligible. C'est un patient qu'on a rapidement également initié un traitement en adaptant les choses, on va le voir par la suite. Donc, quel bilan cardiaque? Il avait déjà eu le CG, l'échographie, on a complété donc par l'IRM cardiaque, le Holter ECG. Une échographie d'effort, c'est à discuter au cas par cas, ce n'est pas forcément systématique. Les biomarqueurs cardiologiques, le NT-proBNP, la troponine ultrasensible. Et puis, on insiste beaucoup sur traquer et prendre en charge de manière incisive les facteurs de risque cardiovasculaire en cas de maladie de Fabry.
Donc l'IRM cardiaque a retrouvé l'hypertrophie concentrique à 19 mm au max au niveau septal et un rehaussement tardif au niveau de la paroi inférolatérale. Il ne ressort pas de manière très, très importante, mais on le devine. Et un T1 actif diminué inférieur à 950 millisecondes au niveau septal. On lui a réalisé une échographie d'effort du fait qu'il était à la fois symptomatique NYHA2 et légèrement obstructif au repos. Et il a monté son gradient à 75 mm de mercure à l'effort, 120 watts, avec une tension qui monte bien et pas d'autres éléments péjoratifs en tout cas. Le Holter ECG était rassurant. On considère quand même qu'il faut réaliser chez ces patients-là des Holter ECG longue durée pour traquer vraiment les troubles de conduction et les arythmies. Et les biomarqueurs cardiaques ont été réalisés chez lui au bilan initial, mais également quelques mois plus tard. Vous voyez, le NT-proBNP était élevé à 1400 et la troponine ultrasensible était à 138 pour une normale inférieure à 34. Et ce patient, suite à la mise sous Galafold, a amélioré ses paramètres. Donc, c'est important de les réaliser avant le début du traitement pour pouvoir justement montrer et visualiser l'efficacité du traitement par la suite. Donc, il était hypertendu et avec une hypercholestérolémie. Donc, il a été d'emblée, bien sûr, optimisé de ce côté-là avec mise en place d'une statine. Et puis, on s'est penché sur le bilan extracardiaque très rapidement pour pouvoir en effet débuter ce traitement spécifique. Et donc, il y avait la fatigue, la dépression, on avait donc la complication cardiaque. Et donc, il fallait rechercher les autres anomalies possibles, notamment celles qui sont un peu moins gênantes, comme les angiokératomes, la dyshydrose, mais surtout les complications rénales. Les complications neurologiques, éventuellement les troubles auditifs et visuels, et puis pour certains cas, les troubles de la fertilité, notamment chez les sujets jeunes, qui peuvent être à rechercher également ou à investiguer. J'ai repris la publication d'Ortiz en 2018 qui reprenait ce qu'il fallait bien monitorer en termes d'atteinte d'organes chez un patient Fabry. Et donc, au niveau rénal, plus particulièrement, on doit réaliser un débit de filtration glomérulaire, un dosage de l'albuminurie, de la protéinurie sur 24 heures qu'on rapporte à la créatinurie. On va parfois jusqu'à la biopsie rénale quand il y a nécessité, et puis un dosage de la vitamine D qui est recommandé également en parallèle. En tout cas, nous, sur Bordeaux, on va aussi jusqu'au débit de filtration glomérulaire isotopique pour essayer d'affiner le plus possible et mettre en évidence une éventuelle atteinte d'organes débutante. Au niveau cérébrovasculaire, vous voyez qu'en première ligne, il faut réaliser une IRM cérébrale ou un scanner, et puis rechercher sur un examen clinique poussé, donc forcément une consultation spécialisée par un neurologue connaissant bien la maladie de Fabry, les anomalies associées, autant en termes de douleur que sensitives et motrices. Il est recommandé également de faire les biomarqueurs de la maladie de Fabry, alpha-galactosidase A et dosage de l'isogB3. Une audiométrie, donc forcément référer le patient à un ORL, un ophtalmologue pour rechercher des anomalies associées à la maladie de Fabry comme la cornée verticillée. Ce que je n'avais pas forcément en tête, c'est les aspects pulmonaires. Il faudrait réaliser une spirométrie et évaluer éventuellement une bronchite associée, bronchite chronique associée. Et donc, on avait le cas de cette patiente tout à l'heure qui avait potentiellement aussi une atteinte qui pouvait être liée à la maladie de Fabry. Et puis, éventuellement, référer le patient à un gastro-entérologue, surtout sur point d'appel. Mais en tout cas, ce qui paraît en première ligne, c'est de faire des investigations quand même rénales, neurologiques, voir le spécialiste rénal et neurologique qui connaît bien la maladie de Fabry, et puis essayer de référer à l'ORL, à l'ophtalmo en priorité. Donc j'ai repris là les différents éléments. En termes de marqueurs biologiques, donc il faut réaliser l'isogB3 et l'alpha-galactosidase A avant d'initier le traitement pour pouvoir monitorer aussi son efficacité, puis voir d'où part le patient. Au niveau bilan néphrologique, on l'a déjà exprimé, le DSG standard et isotopique, la protéinurie sur 24 heures et le rapport avec la créatinurie, l'avis en consultation spécialisée avec le néphrologue.
un bilan neurologique avec une consultation spécialisée, une IRM cérébrale qui va rechercher tout particulièrement des atteintes microvasculaires aux étages sus et sous-tentoriels. Un bilan psychologique. Alors, le psychologue aussi fait partie de l'évaluation importante chez ce patient, comme j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Ce patient se présentait avec une fatigue, une dépression, une perte du lien social. Donc c'est vraiment très important et c'est assez classique dans cette maladie. L'ORL pour l'audiogramme, rechercher une surdité, et donc ce que j'ai déjà discuté. Et la fertilité, c'est vrai qu'il faut y penser, surtout chez des sujets jeunes, d'évoquer ce questionnement et cette dynamique-là, si ça fait partie des projets. Donc le patient en question avait une atteinte rénale débutante. On a d'autant plus augmenté le dosage du ramipril qu'il avait une hypertension associée. Au niveau de l'IRM cérébral, il y avait une leucoencéphalie avec plusieurs lacunes ischémiques et de nombreux microbleeds. Et vous voyez l'importance d'avoir également fait ce bilan extracardiaque, puisque sur le plan d'un traitement anticoagulant qui pourrait être nécessaire de notre côté, il y a un risque hémorragique important du fait de ces microbleeds. Donc c'est important d'avoir cette dimension pluridisciplinaire pour ne pas être nocif en mettant en place des traitements et bien se concerter dans leur mise en place. Au niveau neurovasculaire, il avait une plainte cognitive principalement et on a détecté aussi un syndrome extrapyramidal. Il est pris en charge actuellement par une orthophoniste pour une évaluation plus poussée. Donc il est surtout bien... Il a été très marqué, même si on avait mis bien les gants, la psychologue était là, on avait pris le temps de bien lui expliquer. Il a fait une décompensation thymique suite à l'annonce du diagnostic qui a nécessité une courte hospitalisation en psychiatrie. Depuis, il est suivi régulièrement. Donc, ces marqueurs de la maladie de Fabry à proprement parler ont été dosés. Vous voyez, le lysogB3 au départ était à 13,5 avec une alpha-galactosidase A à 0,8. Et 3 mois après l'initiation du Galafold, on voit ces paramètres qui commencent à se corriger. Donc, c'est plutôt un bon signe, même si ce n'est pas complètement normal. On va continuer à surveiller ça de près. Il est recommandé de le faire tous les 3 mois la première année pour pouvoir changer de thérapeutique si on n'est pas dans la bonne direction. Par exemple, si le chaperon ne fonctionne pas, il faut vite pouvoir repartir sur une enzymothérapie substitutive. Donc, les autres évaluations ont été faites, il n'y avait pas d'atteinte particulière et le dépistage familial est toujours en cours. Donc, on va réinsister à chaque fois qu'on le verra pour voir un petit peu où ça en est. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ce bilan est vraiment crucial et doit être fait le plus rapidement possible, même s'il est assez lourd à réaliser, de manière à pouvoir adapter au mieux le traitement et le suivi ultérieur, limiter les complications, éviter par exemple un AVC en mettant en place le traitement anticoagulant. Et c'est vraiment important de travailler en réseau, je pense, avec multidisciplinaire, en faisant des RCP régulièrement. Nous, on en fait tous les 3 mois sur Bordeaux, pour pouvoir échanger sur les dossiers un peu complexes et puis avoir une dimension vraiment transversale de la maladie de chaque patient. Et j'ai terminé. Merci beaucoup, Patricia, pour cet exposé très clair.